Bonjour et bienvenue à la télé de Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission 89% féminine de la tribu digitale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet nouveau, évidemment, à savoir comment en fait on fait lorsqu'on est une femme, que l'on souhaite reprendre une entreprise dans laquelle on n'a pas de compétences opérationnelles. Et pour cela, on va recevoir d'ici quelques instants Pauline Guaraou. Mais avant cela, bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, ça va très très bien, toujours heureuse de vous retrouver. Bon, super, eh bien accueillons tout de suite Pauline. Bonjour, enchantée et ravie de t'accueillir sur ce plateau. Donc on va parler aujourd'hui, puisque tu as repris il y a quelques temps l'entreprise familiale. On avait d'ailleurs eu une émission en hiver dernier de mémoire sur le fait de reprendre l'entreprise familiale, mais là plus spécifiquement sur le côté compétences, puisque tu vas nous raconter tout ça, mais tu as récupéré donc l'entreprise familiale, tu travailles dans l'entreprise familiale, mais tu n'as pas fait d'études, ou en tout cas tu n'as pas développé toute la partie opérationnelle et tu es vraiment là en gestionnaire finalement de l'entreprise. Oui, alors ce que je te propose, c'est déjà de te présenter auprès de nos auditeurs et de nos auditrices. D'accord, donc Pauline Guaraou, donc j'ai repris l'entreprise familiale Le Clos de Rochy en 2020. Nous sommes producteurs de pommes et de poires en agriculture biologique. Nous vendons une partie en produits frais et une partie que nous transformons en boissons à la ferme. Et donc avant cela, tu faisais quoi? Complètement autre chose. J'avais fait des études généralistes de langues étrangères, de gestion d'entreprise. L'essentiel de ma carrière, ça s'est passé à Bordeaux pendant une vingtaine d'années. J'ai surtout été responsable, on va dire, de centres de gestion, d'unités. J'ai commencé dans des grosses parfumeries à Bordeaux. J'ai eu une expérience de directrice d'agence bancaire chez BNP Paribas. Et après, je suis devenue même fonctionnaire pendant 10 ans. Et je travaillais sur le campus bordelais. J'étais responsable administrative et financière du labo de recherche en mathématiques. D'accord, donc déjà pas mal de reconversions à ton échelle. Oui. Tu as fait plein de métiers différents. Qu'est-ce qui t'a amené à récupérer l'entreprise familiale, qui est quand même dans le domaine de l'agriculture, sachant que du coup tu n'avais pas ces compétences opérationnelles? Ça s'est fait en 2 temps. Une première fois, il y a quelques années, mon père devait commencer à réfléchir à son départ en retraite. Et nous sommes 4 enfants et je lui ai dit, écoute, pose la question à tous les 4. Et puis, voilà, on se positionnera. Et à ce moment-là, je me suis un peu prise au jeu, finalement. Parce qu'en me posant les questions, j'ai vu que l'entreprise, elle avait des valeurs qui me parlaient vraiment. La qualité des produits, le terroir, une clientèle, un savoir-faire. Mais bon, à ce moment-là, avec mon mari, on n'était pas prêt à revenir dans Lyon. Donc, ça s'est arrêté là. Et après, dans un deuxième temps, quelques années plus tard, c'est mon mari qui, lui, était prêt à reprendre l'entreprise de sa famille dans Lyon. Et qui m'a dit, mais pourquoi toi, de ton côté, tu ne reprendrais pas le Clos de Rochy? Et comme mon frère revenait un peu dans l'entreprise, mais pas plus que ça, voilà, c'est ça qui a fait le déclic. D'accord, donc en fait, finalement, vous avez récupéré à 2, puisque ce que tu me dis, c'est que ton frère est revenu sur une partie de l'entreprise, et je suppose que toi, tu as récupéré l'autre partie de l'entreprise. Comment vous vous organisez au quotidien? Oui, mon frère, en fait, lui, il a une formation agricole. En arboriculture bio. Donc lui, il y est depuis un certain nombre d'années et lui, il est plus dans l'opérationnel. Mais lui, il ne se sentait pas forcément de reprendre la partie gestion d'entreprise, commercialisation, enfin tout ce que ça implique quand on est chef d'entreprise. Donc ça, c'est ma mission. Et super, parce que c'est vrai que souvent, je pense que tu dois le voir aussi Isabelle, souvent en fait, on se dit, on n'est pas capable de reprendre une entreprise si on ne sait pas faire opérationnellement les tâches, alors qu'en réalité, le chef d'entreprise, surtout que toi tu as des salariés, il est là vraiment pour gérer l'entreprise, pour développer l'entreprise, pour peut-être trouver des nouveaux partenaires, des circuits où vous pouvez vendre les différents produits, mais finalement il n'est pas forcément dans l'opérationnel. Oui, tout à fait. Alors j'avoue que c'était quand même un frein dans ma décision de reprendre, en me disant j'ai vraiment pas les compétences techniques. Mais j'ai choisi de me dire, effectivement, de me positionner plutôt en posture de chef d'entreprise. Dans l'entreprise, il y a mon frère qui a des compétences, il y a 2 salariés qui sont expérimentés, qui sont là depuis longtemps. Et par contre, ce que n'avait pas, c'était la gestion d'entreprise, la facturation, le commerce, la communication, la compta, enfin voilà, tous ces aspects-là.
Ok. Alors, je suppose que lorsque tu es revenu, tu as dû rencontrer quelques défis. Quels ont été les principaux défis, peut-être au moment de cette décision et puis peut-être après au quotidien? Est-ce que tu peux nous les partager? Et puis surtout, comment tu les as dépassés, surmontés? Le principal défi, c'est quand même effectivement de ne pas avoir de diplôme agricole, parce que c'est quand même un métier qui est réglementé. Mais c'est aussi quand même un métier qui évolue, l'agriculture. Donc il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de personnes qui reviennent dans l'agriculture après une première carrière. Donc ça fait que c'est un métier qui s'ouvre aussi à ce genre de parcours. Et en agriculture, le lien familial compte encore. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de diplôme agricole, mais je suis fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur. Et à ce titre, j'ai eu le droit, en suivant la formation, de devenir agricultrice. Et donc d'avoir le droit de racheter les parts d'une entreprise agricole. D'accord. Bon, ça a été le premier défi. Donc ça, c'était le premier défi quand même. Et pas des moindres. Non. Après, le deuxième défi, c'était que l'entreprise, elle était vieillissante quand même. Mm-hmm. Donc voilà. Et comme mon père n'était pas sûr d'avoir des repreneurs, il n'avait pas renouvelé aussi bien le verger que le matériel. Donc ça voulait dire immédiatement, en reprenant l'entreprise, investir. Immédiatement, par exemple, aller choisir des arbres. C'est-à-dire que, surtout des arbres fruitiers, quand on les plante, ils donnent qu'au bout de 5 ans. Donc il fallait absolument qu'à l'instant où j'arrivais dans l'entreprise, que j'aille choisir des arbres. Mais sauf que moi, je n'y connaissais absolument rien. Donc voilà, donc ça c'était un premier défi, mais c'était aussi une bonne mise en situation. C'est-à-dire que c'était à moi de décider de combien d'arbres il fallait planter, mais il fallait que je m'appuie sur les compétences des autres pour dire quelle variété, à quelle distance, est-ce qu'il fleurit tôt, est-ce qu'il fleurit tard, enfin voilà. Donc c'était le premier mise en situation de diriger une entreprise dans laquelle on n'a pas les compétences techniques. Et donc là, tu t'es appuyé, je suppose, peut-être sur les salariés qui étaient déjà là, sur ton frère. Est-ce que tu as aussi demandé conseil à ton père ou pas du tout? Si, complètement, oui. Parce qu'il voulait faire cette transition, à la fois me transmettre ses compétences, tout en me laissant libre de faire de donner à l'entreprise la direction que je voulais. Donc oui, je me suis beaucoup appuyée sur leur avis à tous. Par exemple, pour aller choisir ces fameux arbres, nous sommes tous allés, le chef de verger, mon frère, mon père et moi, pour choisir quelle variété, combien on en met. C'était important que finalement, j'ai un management qui est assez collégial, parce que moi, je n'ai pas les compétences techniques, eux ont l'expérience, donc on a besoin de décider tous ensemble. Bon, super. Alors, les femmes, justement, ont souvent le syndrome de l'imposteur. Je pense déjà, tu nous en as parlé un peu, tu l'as eu notamment parce que tu n'avais pas de diplôme dans l'agriculture. Comment tu as surmonté ce manque justement d'expertise opérationnelle? Tu nous en as parlé un petit peu, mais surtout, comment tu as dépassé ton syndrome de l'imposteur pour te dire, finalement, je suis aussi capable, par exemple, que mon frère, que mon père, de manager une équipe, de développer l'entreprise, etc. Même si, opérationnellement, j'en connais moins qu'eux. Il y avait plusieurs facteurs. Je pense que je me suis appuyée sur mon expérience professionnelle, à savoir qu'à chaque fois, je suis arrivée dans une entreprise, j'étais la plus jeune de l'équipe, je ne connaissais rien au métier, à la technicité des métiers. Et pourtant, ça n'a pas empêché que les équipes fonctionnent, que les structures se développent. Donc, j'ai choisi de m'appuyer sur mes acquis. Il y avait le fait que, ce que je disais tout à l'heure, qu'en agriculture, on sent que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes. J'en ai rencontré un certain nombre à la Chambre d'agriculture. Un certain nombre de personnes comme moi qui arrivent à la quarantaine et qui retournent dans l'entreprise familiale après avoir fait autre chose. Donc ça m'a aidée à me sentir légitime de ce point de vue-là. Après, en arboriculture, c'est un métier qui est pratiquement inexistant dans l'Yonne. Donc, il n'y avait pas de phénomène de comparaison avec d'autres. D'accord. Et il y avait plutôt cette impression que les gens étaient contents que l'entreprise perdure, les clients pour continuer à garder des fruits, dans le domaine agricole pour que ce métier ne disparaisse pas complètement. Donc ça fait que ça m'a aidée à avoir une certaine légitimité. Et puis je voyais que l'entreprise avait toutes les compétences techniques, mais par contre, il n'y avait personne pour piloter le bateau. Et ça, moi,
pensais que j'étais capable de le faire. Oui, puis tu l'avais déjà fait finalement dans d'autres structures, Oui. précédemment dans d'autres domaines d'activité, mais la gestion d'une entreprise, c'est toujours les mêmes sujets, quels que soient les secteurs d'activité. Oui, tout à fait. Bon, quels seraient aujourd'hui, avec le recul, les conseils que tu pourrais donner aux femmes qui envisagent de racheter comme toi une entreprise, familiale ou non d'ailleurs, dans lesquelles elles n'ont pas forcément de compétences purement opérationnelles, mais elles se disent qu'elles ont suffisamment de compétences pour pouvoir la gérer. Et puis aussi, qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à la Pauline d'il y a quelques années qui se pose la question de se dire j'y vais pas, je me lance ou j'hésite encore un petit peu. Pas facile comme question. Je sais, je piège à chaque fois. Il y a ce côté, effectivement, pour renforcer sa légitimité, de s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà été capable de faire. Et finalement, même si c'est dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers, il y a plein de choses déjà qu'on a déjà fait, donc se faire confiance. Donc voilà. Après, ça demande de faire preuve d'humilité et d'être honnête, mais finalement, j'ai vu avec l'expérience que ça a toujours été bien accueilli. Finalement, mes salariés, je pense que par exemple, ça a valorisé leurs compétences, ça les a responsabilisés. Ils sentent bien que quand on prend une décision, si c'est pour acheter une machine, c'est un gros investissement, ils sentent que leur voix, elle porte autant que la mienne. Donc ce côté fonctionnement collégial. Donc voilà, ça a aidé. Après, ça oblige aussi à se faire confiance, justement, ce qui n'est pas toujours évident en tant que femme, mais enfiler il y a un moment, il faut aussi un peu enfiler le costume de chef d'entreprise, et puis on apprend en faisant. Ça, c'est vrai qu'on le dit souvent, Isabelle, la meilleure manière de progresser, c'est de faire. On a souvent tendance à se dire, en tant que femme, je vais attendre que tout soit parfait, que je maîtrise tout, etc. Oui. Mais en réalité, on ne maîtrise jamais tout. Donc, si on est dans cette posture-là, on peut ne pas se lancer parce qu'il y a toujours un sujet qu'on ne va pas maîtriser. Oui. Donc, se lancer comme tu l'as fait en disant je vais apprendre en marchant, finalement, oui. C'est la meilleure des techniques pour pouvoir y arriver. Oui. Et puis après, on sent que en face, les interlocuteurs, ils répondent dans ce sens-là, c'est-à-dire que les clients sont contents de la démarche, ils comprennent que sur des aspects techniques, moi, je n'aurai pas la réponse, mais que j'irai la chercher. Les prestataires sont contents qu'on continue à travailler ensemble. Voilà, chacun adapte sa réponse, mais ça fait quelque chose d'assez honnête et transparent. C'est un joli défi. Super. Super, effectivement, on voit bien que là, tu es complètement à ta place. Est-ce que tu as, par moment, peut-être eu des réactions négatives? Là, tu nous disais que finalement, pour les employés, c'était plutôt positif, pour les clients aussi. Est-ce que certains ont eu de la réticence au moment peut-être où tu as récupéré l'entreprise? J'ai pas de souvenir, non, pas spécifiquement. Et après, il y a quelques personnes où je sens qu'ils ont l'habitude, par exemple, d'échanger plus avec des hommes. Mais comme pour moi, c'est pas ma légitimité n'a pas été remise en question, finalement, ils s'adaptent et on apprend à travailler ensemble. Ça, c'est génial. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une expérience significative liée à la reprise de l'entreprise ou peut-être la gestion, un sujet peut-être où tu as particulièrement une grande fierté parce que tu te dis waouh, en fait j'ai réussi à y arriver alors que j'avais peut-être peur de me lancer. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur cette reprise d'entreprise? En agriculture, il y a quelque chose qui est spécifique, c'est qu'on a quand même l'enjeu du climat qui est hyper important. Qui est un aléa qu'on ne maîtrise pas. On peut très bien travailler, justement, très bien gérer l'entreprise sur tous les aspects pendant 364 jours, mais il suffit de 2 heures, par exemple, de gel pour que ça mette à plat tout le travail de toute une équipe, de toute une année. Et ça, il y a 2 années consécutives où on a eu des gros dégâts climatiques. Oui. Et là, c'était une grande crainte parce que sur une entreprise qui redémarre avec des forts investissements, ça veut dire qu'on n'a pas de production ou pratiquement pas. Et donc là, c'était un peu ma peur de me dire comment on arrive à passer cette phase
critique quand même pour l'entreprise et faire perdurer l'entreprise. Donc ça, je suis contente. Voilà, ces années-là, elles sont derrière en tous les cas pour le moment. Voilà. Et voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le domaine de l'agriculture, le temps est absolument crucial. Et comme tu le dis, il suffit d'une journée ou de quelques heures de gel ou de fortes pluies, etc. pour mettre à plat toute une année de travail. Et ça, c'est des aléas qu'on ne maîtrise absolument pas, en tout cas aujourd'hui, pour l'instant. Bon, donc là, tu as réussi quand même à passer ce cap-là, cette difficulté. C'était 2 années de suite, c'est ça? Il y a eu 2 années de suite de gel, oui. D'accord. Donc c'est ça qui était d'autant plus difficile. C'était qu'une année difficile, c'est une chose, mais quand ça se répète, ça s'inscrit dans le temps, puis dans l'activité économique. Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton partage aujourd'hui, Pauline, d'avoir pris ce temps pour être avec nous et puis pour partager ton expérience. Je suis persuadée que ça va aider énormément de personnes qui peut-être se posent la question, est-ce que je peux créer une activité ou est-ce que je peux reprendre une activité si je n'ai pas forcément les compétences opérationnelles pour pouvoir y arriver. Et on voit que tu es un bel exemple, en tout cas, de réussite. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite à la capsule du jour et on se retrouve d'ici quelques minutes. Eh bien, suite à cette capsule, je te laisse la main, Isabelle, pour les conseils du jour. Eh bien, merci beaucoup Nathalie et puis merci beaucoup Pauline parce que alors moi j'ai fait des petits conseils plus formels mais déjà tout ton témoignage transpirait de jolis conseils et donc voilà j'ai mis un peu plus de mots. Donc, pour compléter ce qu'a dit déjà Pauline, alors j'ai envie d'abord de prime abord de dire oui, reprendre une entreprise pour laquelle on n'a pas forcément les compétences opérationnelles, ça a l'air périlleux. Mais comme je suis une indécrottable optimiste, moi j'ai envie de voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et le premier conseil, c'est vraiment de voir que plus que le côté périlleux, il y a une côté opportunité et tu l'as très bien dit, alors peut-être pas directement, mais tu l'as cité en disant je reprenais, en plus l'entreprise était vieillissante, ce qui est souvent le cas quand on reprend une entreprise familiale. Et finalement, un des premiers trucs qu'on peut apporter, finalement, ce n'est pas tant les compétences techniques et opérationnelles, c'est ce côté compétences, on va dire, uniques, donc, qui vont apporter de l'innovation. Et je pense que clairement, c'est ce que tu as pu faire. Hein. Et ces compétences uniques que tu as, donc de les valoriser et puis finalement alors je ne dis pas de ne pas se former, on le verra plus tard, sur un peu le côté opérationnel, mais de vraiment s'appuyer sur ces piliers que, en plus, tu as déjà valorisés dans le passé, dans des différentes carrières. Donc, ces compétences uniques que n'ont pas forcément les gens de l'équipe avant, c'est les compétences marketing, les compétences de gestion, comptabilité, fiscalité, etc. Et on le sait, et on le voit d'ailleurs, hein, moi je l'ai constaté au cours de ma carrière, on met parfois des managers, des bons techniciens, et quand ils deviennent managers, honnêtement, c'est une en fait, c'est une catastrophe. Dommage, et à la fois pour eux et pour l'équipe, parce que eux, ils perdent le côté technique pour lequel ils étaient animés, nourris, et puis ils se retrouvent à faire finalement 60% de leur temps dans des bureaux ou en réunion, et souvent ils ne sont pas épanouis. Et maintenant, heureusement, on commence vraiment à avoir des gens qui sont formés au management, parce qu'on voit que ce ne sont pas les mêmes compétences. Et finalement, c'est le management qui
qui a la part la plus importante. Et le manager, selon les missions qu'il va avoir, va se former ensuite sans devenir un spécialiste. Il n'a pas besoin d'être un expert, par exemple en agriculture dans ton cas, mais il va quand même être en mesure de pouvoir parler avec des prestataires, avec des clients, etc., des financiers. Et ça suffit. Et parce que l'essentiel, voilà, ça va être d'apporter ces compétences uniques. Donc ça, vraiment, ce premier conseil, c'est limite si on a des doutes, notamment avec ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est de les noter tout simplement. Voilà, je sais faire ça, 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 ça. Comme on pourrait le faire de façon assez formelle dans un CV ou si on allait faire un entretien d'embauche pour n'importe quel recruteur. Bon là, face à ton papa, ça fait un peu plus bizarre ou même aux employés, mais c'est vraiment de se dire, voilà, moi j'ai mes compétences et je viens avec ça. Et je vous les mets sur un plateau d'argent. Limite, c'est... Et finalement, ce sont des compétences aussi qui sont en complément de ce que l'entreprise avait déjà, puisque les salariés étaient vraiment compétents sur la partie opérationnelle. Et toi, tu viens sur ce que eux ne maîtrisent pas. Et finalement, eux sont sur ce que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, c'est hyper complémentaire. Et comme ça, tu apportes aussi ta vision des choses et aussi pour permettre à l'entreprise de peut-être se mettre, on va dire, à jour sur le marché, d'utiliser des nouvelles techniques que ton papa peut-être n'utilisait pas, ou même d'autres moyens de vente sur lesquels ton papa n'était pas allé. Oui, de toute façon, complètement. On le voit même dans n'importe quelle autre entreprise, hein, surtout quand il y a des équipes et différents on va dire, secteurs dans l'entreprise. Il y a plein de PDG qui ne sont pas des experts dans l'entreprise qu'ils dirigent. Hein. Il y en a, on voit des PDG très connus qui passent je sais pas, du secteur automobile au secteur téléphonique. Et ça leur pose absolument aucun problème. donc là, voilà, c'est vraiment pour moi la base, c'est que ces compétences non opérationnelles sont très importantes parce que de toute façon, on peut avoir la meilleure technique. Si derrière, on n'est pas capable de gérer une entreprise, bah, l'entreprise, de toute façon, va s'écrouler. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième, alors ça, c'est plutôt au début, quand on reprend l'entreprise, c'est de ne pas non plus arriver avec ses gros sabots, voilà, je vais tout changer, enfin voilà, de garder quand même une pérennité dans ce qui a été fait, parce que voilà, il y a un historique, et c'est d'autant plus important dans les entreprises familiales, parce que voilà, comme tu disais, il y a un respect des traditions, etc. Donc c'est d'arriver avec plutôt en mode observateur, j'écoute, j'apprends, je me nourris, je pose des questions. C'est à la fois une manière pour soi d'apprendre, mais aussi de valoriser ce qui a été fait. Et en général, même d'un point de vue relationnel, c'est forcément beaucoup mieux accueilli que quand on arrive, alors, on va tout changer, tout modifier parce qu'avant, c'était nul. Quand c'est l'entreprise familiale, je pense qu'on ne dirait jamais ça, mais on l'a vu sur d'autres entreprises. En tout cas, ça peut arriver malheureusement. Moi, je sais que je l'ai déjà connu. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, ça peut être violent même pour les personnes. Oui. Et on peut se retrouver avec beaucoup de personnes qui partent. Donc, une perte de savoir-faire de l'entreprise, des recrutements où il faut former les gens alors que nous-mêmes, on n'est pas capable opérationnellement. Donc, ça peut être vraiment dramatique pour l'entreprise. Voilà. Donc ça, je trouve qu'il y a des moments où on peut le faire alors en réunion, mais j'aime bien aussi ce côté on va dire, de moments plus informels. Par exemple, de faire un petit déjeuner d'équipe, voilà, un jour, on amène des croissants et on se retrouve. Ça, c'est vraiment des petits moments qui sont essentiels. Ou quand il y a un événement, je ne sais pas, la galette des rois en début d'année, etc. Parce que, mine de rien, ça joue énormément. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je l'ai lu récemment dans une étude. Et je crois, c'était au moins 60 ou 65% des personnes restent à cause d'un bon management. Et à l'inverse, du coup, les autres partent. Bah oui. Quand ils partent, souvent, ils quittent un emploi. Ils ne quittent pas l'emploi pour les missions, ils quittent à cause du manager. Donc, ce chiffre, il est éloquent. Il faudrait que je le retrouve, mais cette étude, je l'avais lue avec un grand intérêt. Du coup, alors, je vais passer au troisième conseil. Et pareil, tu l'as dit avec beaucoup de modestie. Et Oui. Je vais vous couper juste avant le troisième conseil parce que ça fait bien comme transition. Il y a le collier qui frotte un tout. Ah mince, alors je vais le cacher. Et si c'est possible, je vais... Ouais. Parce qu'au niveau du son, c'est un peu dérangeant. Non, mais c'est pas de souci, c'est pas grave. Et du coup, tu peux reprendre sur le troisième conseil. Ok, pas de souci. Merci. Quand tu veux. Alors, mon troisième conseil, c'est autour de l'assertivité. J'aime beaucoup ce mot, donc c'est le fait de s'affirmer, de prendre sa place, mais sans s'imposer. Donc ça, c'est vraiment essentiel, c'est de défendre ses idées quand c'est nécessaire,
parce qu'on peut à l'inverse se dire je veux tellement pas froisser les gens qu'on va s'effacer, on va laisser passer certaines choses parce que ça a toujours été comme ça, alors qu'on sait intimement que ça pourrait être préjudiciable pour l'entreprise. Donc là, l'assertivité, ça se travaille. On voit d'ailleurs que dans les formations qui sont proposées aux managers, il y a énormément de formations autour de l'assertivité. Donc voilà, il y a différentes manières de le faire. Bon, si on ne l'a pas, de se former à ça, d'avoir un coaching. Enfin voilà, ça c'est vraiment important. Et d'autant plus quand on est une femme, comme on a déjà mentionné, parce qu'on sait que les femmes ont peut-être plus tendance à s'effacer face à des situations où elles ne sont pas forcément attendues. Donc voilà, ça c'est vraiment important. 4e conseil, c'est même si on n'est pas au début, on n'a pas les compétences techniques et opérationnelles, c'est quand même de se former à minima, parce que voilà, par rapport aux employés, mais aussi tout simplement derrière quand on reçoit des factures qu'il faut payer, de comprendre ce qui est écrit sur plein de documents. Donc voilà, il faut s'investir dans une formation personnelle. Alors, quand je dis se former, ce n'est pas forcément une formation officielle, mais ça va être, comme tu l'as mentionné, auprès des employés, auprès d'autres professionnels du secteur. Donc ça, pour moi, c'est quand même le minima. De toute façon, quel que soit l'emploi, de nos jours, on se forme en continu parce que la majorité des secteurs évoluent. Et l'agriculture, je pense qu'au-delà du côté traditionnel, il y a énormément d'évolutions aussi techniques parce que c'est un secteur qui change. Donc voilà, ça c'est très très important. Et dans le fait de se former, alors c'est un peu moins de la formation, c'est plutôt de l'état d'esprit, c'est d'avoir peut-être un réseau de mentors, de collègues, de pairs avec qui on va pouvoir échanger aussi et qui vont aussi nous permettre d'avoir plus d'assurance techniquement et aussi dans notre propre domaine de compétences. Donc ça, c'est vraiment important. Et le dernier conseil, et je pense que tu l'as fait sans aucun souci, mais d'autres personnes peuvent avoir plus de réticence à le faire parce qu'ils le verraient comme une petite faiblesse ou parce qu'ils veulent tellement montrer qu'ils savent faire, c'est de ne pas déléguer. Donc le conseil, c'est de faire confiance aux autres. Justement, de ne pas vouloir, parce que je suis là, parce que j'ai quelque chose à prouver, donc je vais faire double travail, je vais faire double truc. Et on peut rapidement s'épuiser et puis faire des erreurs parce que ce n'est pas notre domaine de compétence initiale. Donc là, le fait de déléguer, c'est vraiment important parce que important pour soi, pour se protéger, pour se maintenir aussi sur le long terme, et puis important pour l'équipe parce que ça stimule aussi l'engagement, la fidélité des employés. Enfin, c'est vraiment c'est essentiel et on sait que toutes les grandes boîtes qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a derrière une forme de délégation où chacun est dans son expertise et qui fonctionne très très bien. Et donc ça, c'est vraiment les 5 conseils que j'avais envie de partager et qui, encore une fois, je trouve que dans ton témoignage, n'étaient peut-être pas dit de manière formelle, mais transpiraient vraiment. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je trouve que tu l'as très bien fait, avec beaucoup de sérénité. Et j'ai envie de dire, et ça me donne envie de découvrir ton entreprise. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai sur les différents conseils. Je me rends compte que avant de prendre définitivement la décision de racheter l'entreprise, j'avais fait ça, mettre à plat les compétences que je pouvais apporter, comme si je répondais à une offre d'emploi, une fiche de poste. Ça, je l'avais fait. Dans les conseils aussi de s'appuyer sur des mentors. Par exemple, quand je suis revenue dans l'entreprise, j'ai choisi qu'on reprenne les conseils d'une technicienne de la Chambre d'agriculture spécialisée en arboriculture, chose qu'il n'y avait plus, mais c'était important pour l'entreprise, parce que moi, je n'avais pas les compétences techniques, et il fallait quelque chose de complémentaire pour les salariés, et puis pour moi, pour me former au métier. Eh ben merci, comme d'habitude, Isabelle, des conseils très pratiques. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices les mettront en place. Une petite citation? Ah bah bien sûr, on ne va pas finir quand même sans la citation. Alors j'ai hésité entre 2. Alors en plus j'ai pris des pontes. Oh là. Donc j'ai pris 2. Alors c'est un peu le hasard, mais je suis tombée sur 2 citations que j'aimais bien. C'est des présidents américains. Donc le premier c'était John Fitzgerald Kennedy, qui disait que diriger et apprendre ne sont pas dissociables.
Donc voilà, assez simple. Alors l'autre, il faut un petit peu plus la penser. Donc là, c'est Roosevelt, au contraire, qui disait « Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'il les fait. » Voilà, parce qu'on les connaît, je pense qu'on a tous eu un jour un manager qui veut mettre le nez dans tout et qui, au final, se pourrit la vie à lui et pourrit la vie de ses équipes. Voilà, oui, donc c'est pas évident, mais ça se travaille. Et Voilà. merci pour ces citations. On finit cette émission en fait en beauté. Merci encore une fois Pauline d'être venue parmi nous aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience. Merci pour l'invitation. Et puis merci également à nos auditeurs et nos auditrices qui sont chaque fois de plus en plus nombreux et qui nous rejoignent, soit sur la chaîne YouTube, la page Facebook ou encore le site de la télé de Lyon. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'entrepreneuriat au féminin. À très vite.